Bonjour à tous, je vous propose ici une vidéo de correction du TD du grand TD sur le SQL qui comporte 50 questions. Donc c'est vraiment de l'entraînement, c'est vraiment pour répéter les choses. Donc de ce fait, je ne vais pas forcément corriger toutes les questions. Vous avez pu remarquer qu'elles sont regroupées par section. Donc j'en corrigerai juste une ou deux à chaque fois par section. Ça ne sert à rien de les faire toutes. C'est à chaque fois la même chose. Mais vous, par contre, il faut vraiment toutes les faire pour vraiment que ça devienne mécanique. Bien, le TD porte sur une très grosse base d'entraînement. C'est une base qu'on peut télécharger sur Internet et qui sert à s'entraîner. C'est une base qui simule l'activité d'une petite société de vente de musique en ligne. Et donc, il y a une base de données fictive, je suppose, mais donc, qui est énorme, qui permet aux professeurs du monde entier d'imaginer des centaines de questions sur cette base. Alors, vous avez dans la première page du TD, vous avez un schéma. Donc ça, c'est vraiment important. Dès qu'une base est complexe, donc dès qu'une base comporte beaucoup de tables, il faut avoir un schéma qui permet de voir comment les tables sont reliées les unes aux autres. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tables. Et encore, ça n'est pas si énorme que ça, comparé à des bases encore plus grosses. Vous voyez que les tables comportent des informations artistiques, donc nom de l'artiste, table sur les artistes, table sur les albums, table sur les pistes d'albums, table sur le genre des morceaux de musique, etc. Mais également des informations plus commerciales. Donc les clients, ça c'est très très fréquent sur ces bases d'entraînement. Il y a une table customer, parce qu'évidemment on est souvent dans un domaine qui est le domaine de la gestion, disons. Donc table de clients, alors elle est rattachée à toute la partie artistique par le fait que les clients achètent des morceaux de musique, donc ils les achètent à la piste, ils ne sont pas obligés d'acheter des albums entiers, à chaque fois ils achètent une piste. Et cette piste donc apparaît sur des factures. Donc quand ils achètent un morceau de musique, ils peuvent en acheter un ou plusieurs à la fois, mais enfin toujours est-il que chaque morceau de musique va apparaître comme une ligne dans une facture, et que donc il peut y avoir plusieurs lignes sur une facture. Donc vous avez deux tables différentes, une table facture, invoice en anglais, et une table invoice line, puisque il y a pour chaque commande une facture, mais qu'il y a un nombre indéterminé de lignes à chaque fois. Donc là, on a un lien entre deux parties assez séparées par ailleurs de la base. D'un côté, les morceaux de musique, et de l'autre, des questions plus de gestion. Donc, ligne de facture, facture, client. Et vous voyez qu'il y a en plus petite table extra qui est la table employé, puisque vous voyez qu'il y a pour chaque client un conseiller, enfin il y a un membre de la société qui sert de référent s'ils ont un problème, un contact si vous voulez. Ça permet d'accéder également à une toute petite partie de la base qui est plus vraiment donc de l'administration interne, disons. Bon, voilà, le but c'est d'essayer d'avoir à la fois de l'activité, donc l'activité de la société, mais aussi des parties plus techniques, enfin au sens économique et gestion du terme. Bien, voilà. Donc vous regardez attentivement ce schéma. Ce qui est le plus important, c'est de voir le nom de chaque table, de repérer toujours. Alors toujours ça, peut-être j'ai dû oublier de le dire dans les cours précédents. Vous repérez à chaque fois une ligne principale. Alors n'oubliez pas que ici je dis ligne, mais en fait ce sont des colonnes. Vous remarquez un attribut, pour être plus précis. Vous cherchez pour chaque table l'attribut qui sert d'identifiant. Bon, en général, il y en a un. Donc artiste ID. Donc ce sera un nombre. Chaque artiste sera référencé par un nombre partout dans la base. Album ID. Chaque album pourra être référencé par un nombre. Et pareil partout. Pour toutes les tables, vous voyez que la première colonne, c'est toujours ID. Bon, j'ai oublié de le dire dans les cours précédents.
cet identifiant donne ce qu'on appelle la clé primaire de chaque table. Hein. Chaque table doit avoir une clé primaire, c'est-à-dire en fait, en théorie, il peut y en avoir plusieurs colonnes qui permettent d'identifier de manière unique chaque enregistrement, c'est-à-dire en fait chaque ligne de la table. Attention, parce que là il y a une toute petite astuce qui peut donner lieu à quelques questions pièges, enfin quelques, non, il peut y avoir une question piège le jour du concours là-dessus. En fait, en théorie, la clé primaire d'une table peut être un NUplay. Pas forcément une colonne, mais plusieurs. Si vous prenez une base de type les enregistrements de Météo France et qu'on vous demande quelle est la clé primaire, la table principale que fournit Météo France chaque jour, la clé primaire n'est évidemment pas donnée par la station qui effectue l'enregistrement, puisque cette station donne lieu à un très très grand nombre de mesures chaque jour. Donc ça ne permettra pas d'identifier une mesure. Ça n'est pas donné par la date, parce qu'à la même date, il y a de très nombreuses stations, même à la même heure, il y a de très nombreuses stations en France qui envoient les données. Donc ici, dans une table de ce genre, hein, type Météo France, la clé primaire, c'est un couple. C'est le couple station-date. Ce couple permet d'identifier chaque mesure de manière unique. Toutes les mesures dans toute l'histoire de Météo France, on peut l'identifier par le couple, par exemple Brest-Guipavas, et puis vous mettez une date et une heure. Ça permet d'identifier une mesure précise. Mais si vous dites juste Brest, non, ça ne suffit pas, il y a des milliers de mesures faites à Brest. Si vous donnez juste une date, ça ne suffit pas, puisqu'encore une fois, il peut y avoir jusqu'à 75-80 mesures simultanées dans le monde, en France principalement, mais il y a aussi des bases hors métropole. Et donc, ça n'identifie pas de manière unique les enregistrements. Donc, pour résumer, soit votre table comporte un identifiant explicite qui peut avoir la bonne idée de se terminer par ID, hein, c'est le plus clair. Dans ce cas-là, vous savez que votre clé primaire, c'est ça. Généralement, ce sera un nombre. Soit votre table ne comporte pas d'identifiant précis, de mémoire, c'est le cas pour ce que fournit Météo France. Dans ce cas-là, si on vous demande quelle est la clé primaire d'une base de ce genre, vous devez donner une ou plusieurs colonnes qui permettent d'identifier sans ambiguïté. Tout est là, hein, tout est dans les mots sans ambiguïté. Quelles sont là ou les colonnes qui permettent d'identifier sans ambiguïté une ligne dans cette table. Bon, ici vous avez une base scolaire. Toutes les choses sont extrêmement propres et tous les clés primaires sont explicites. Ce sont des nombres entiers à chaque fois. Ensuite, vous faites attention aux relations qu'il y a entre les tables. Hein. Le SQL est un langage qui est fait pour essayer d'exprimer des relations entre les données. Donc ce qui est important, ce sont les flèches que vous avez entre une table et une autre. Normalement, vous voyez que les flèches sont, le début et la fin de chaque flèche est positionné pour qu'on voit bien entre quel et quel attribut la relation a lieu. Donc si on prend un album, vous voyez qu'un album est ici déterminé par 3 données. Donc un identifiant, un titre, c'est le titre de l'album, hein, et puis un identifiant d'artiste. Alors là, c'est un petit peu dommage, parce que si je ne dis pas de bêtises, il ne peut y avoir qu'un seul artiste, donc je suppose un groupe, parce que là, l'artiste, ça peut aussi contenir un groupe. Manifestement, il ne peut y avoir qu'un seul groupe par album. Bon, c'est à la limite un tout petit peu dommage, parce qu'on pourrait imaginer des compilations qui contiendraient plusieurs artistes, mais enfin, je pense que ce qu'ils appellent ici, c'est l'album original, hein, puisque je me souviens que dans cette base, il y a effectivement des compilations, mais à ce moment-là, elles apparaissent plutôt dans les playlists. Bon, donc d'accord, à chaque album est associé un artiste, ou encore une fois, un groupe d'artistes. Vous voyez que la flèche part de Artist ID dans la table album ID, dans la table album, hein, donc, mais Artist ID n'est pas la clé primaire de la table album, c'est juste un attribut. Hein. Un des attributs de l'album, c'est qu'on peut lui associer un artiste. Et donc, grâce à cet identifiant, vous pouvez retrouver dans la table artiste quel est l'artiste ou le groupe qui a composé l'album. Vous remarquez qu'il peut y avoir plusieurs albums par artiste. Par contre, là, ça c'est tout à fait possible. En effet, donc il y a pour un artiste donné, vous voyez que donc il peut être rattaché à plusieurs albums
par le biais de ce champ Artist ID. Dans un album, il y a combien de pistes? Il y en a plusieurs. Donc, pour un album, vous avez une relation avec la table track. Alors, chaque piste dans la totalité de la base, donc vous imaginez, il doit y avoir, je ne sais pas, une douzaine de pistes par album. Il y a je ne sais pas combien d'albums dans la base, mais toutes les pistes ont également droit à une entrée individuelle dans la table track. Mais si on a besoin de retrouver à quel album elles appartiennent, vous voyez que l'un des attributs de la table track, c'est Album ID. Alors, c'est clairement, ça se voit visuellement, c'est clairement la table centrale de toute la base, hein, la table track. On voit qu'elle permet de se diriger vers des questions sur les artistes, sur les albums, sur le genre musical. Elles peuvent elles-mêmes être regroupées dans des playlists, elles peuvent elles-mêmes être facturées, etc. Et donc on voit que toute la table est construite autour, toute la base, pardon, est construite autour de la table track très très clairement. Hein, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 moyens de passer de la table track à des tables environnantes, si je compte bien. Bon voilà, après je vous propose de commencer et puis on reviendra régulièrement sur ce schéma parce qu'on en aura besoin tout simplement pour répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles apparaîtront. Alors, on va prendre, pourquoi ça commence à 4? C'est quoi les questions 1, 2, 3? Ah, mais c'est bizarre, je ne vois pas les questions 1, 2, 3. Ah, elles sont là, voilà. Ah, c'est parce que j'avais changé de page. Oui, je vais faire comme ceci. Je vais ouvrir un client SQL. Donc je préfère à titre personnel travailler avec un client en ligne, hein, dans un terminal. Vous travaillez avec un autre, ça n'a aucune importance. Ça, c'est une question d'habitude. Alors, quels sont les clients? Alors, la première section les 3 premières questions qui vous sont proposées sont des questions qui portent sur la valeur. C'est pas une valeur en fait, c'est un petit peu incorrect comme question, mais sur le marqueur null qui est vraiment quelque chose d'emblématique du langage SQL. Hein. Toute case de la base peut contenir soit une valeur, soit ce marqueur null, ce qui veut dire que la donnée est manquante. Soit elle est manquante parce qu'elle n'a pas de sens, soit elle est manquante parce que, bon, voilà, on travaille sur des données, donc qui dit données dit que, bon, les données, il faut bien les récolter. Et il est impossible d'imaginer un monde dans lequel les données sont toujours complètes. Hein. Si vous posez la question à quelqu'un, vous savez bien qu'il vous répondra sur certains points, mais qu'il manquera toujours des choses. Et donc, en fait, les bases de données sont bourrées de données manquantes à droite et à gauche. Par exemple, quels sont les clients n'ayant pas fourni leur numéro de téléphone? Quels sont les clients n'ayant pas fourni leur numéro de téléphone? Voilà une question qu'on peut se poser, hein, soit parce qu'on cherche à vérifier que la base est bien complète, soit, vous savez que toutes ces questions, très très souvent, sont des questions qui sont automatiques. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, à intervalles réguliers, il y a des scripts qui se déclenchent et qui font de la maintenance sur une base, donc rien ne vous dit qu'il y a forcément un être humain derrière cette question. Mais bon, regardons cette question. Quels sont les clients n'ayant pas fourni leur numéro de téléphone? Donc je prends très clairement la table Customer. Hein, c'est la table qui contient les informations sur chaque client. Je lis les... Je vais grossir, hein, parce que c'est vraiment tout petit, mais la plupart d'entre vous, voulant être pilote, vous avez très certainement des meilleures vues que moi. Quelles sont... donc voilà, la liste des colonnes de cette table. Et bon... Hein, je pense que même les plus mauvais en anglais d'entre vous, hein, auront repéré qu'il y a la colonne phone. Et phone, ça veut dire téléphone. Donc on va travailler sur cette colonne. La colonne phone dans la table Customer. Alors, donc ici c'est une requête de type simple. Donc on tape juste select. Alors bon, qu'est-ce qui nous intéresse? On n'a qu'à prendre le nom et prénom du client. On va afficher le nom et prénom du client. Après, par acquis de conscience, je vous propose de systématiquement mettre aussi l'identifiant. C'est ce qu'il y a de plus propre. Donc, select customer ID, virgule first name, virgule last name. Je mets ensuite toujours le nom de la table, donc from customer. Et ensuite, je mets la condition, donc c'est ici where phone is null. Bon, il n'y en a qu'un. Ah, attendez, je peux peut-être améliorer la précision. Voilà. Il n'y a qu'un seul client, qui est le client d'identifiant 45, qui a oublié ou qui n'a pas de téléphone, tout simplement. Bon, voilà. Hein, je rappelle que
Je rappelle que les données manquantes donc ne sont accessibles que par le test is null. Je rappelle notamment que vous ne pouvez absolument pas y accéder par un test de différence. À supposer que par exemple tous les numéros de téléphone, j'en ai aucune idée, commencent tous par un 0. En France, ils commencent souvent par un 0. Il est impossible d'écrire le test where phone not like 0%. Vous pourriez dire que je vais effectivement récupérer tous les numéros de téléphone si j'écris where phone like 0%. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une chaîne de caractères, je suppose que le numéro de téléphone est une chaîne de caractères. Si je pars du principe qu'ils commencent tous par 0 et que je mets like, entre guillemets bien sûr, 0%, je récupérerai toutes les chaînes de caractères qui commencent par 0. Mais je vous ai déjà dit que null n'est pas une valeur comme une autre. On ne peut pas la tester par un test de différence. Le test ne renverra pas vrai si pour une case null, je demande si elle est différente de 0%. Elle n'est ni pareille ni différente, elle est traitée à part. Bon, voilà la réponse. Donc, bon voilà, rien ne devient méchant. Alors par contre, je crois qu'il y en a juste une que j'aurais voulu regarder. On va sauter la 2, elle n'a aucun intérêt. Quels sont les clients qui possèdent un numéro de fax? Parce que vous avez compris que c'est rigoureusement la même requête. Excusez-moi. C'est exactement la même requête que la précédente, sauf que vous remplacez phone par fax. La troisième question est beaucoup plus originale, beaucoup plus intéressante. C'est qui est le chef de la société? Cette question est un cas d'école. Dans tous les devoirs de SQL, on la pose, parce que c'est le classique des classiques. Regardons un petit peu. Quel est le chef de la société? La seule table qui nous donne des informations sur les gens qui travaillent dans la société est la table employée. Donc bon, clairement, c'est dans cette table qu'il va falloir chercher. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais qui est le chef? Bon, j'ai déjà fait ce TD d'autres années. Je sais très bien que votre premier réflexe, c'est d'aller regarder dans la colonne Title, je crois. Pourquoi? Parce que vous avez vu que dans Title, vous avez plus ou moins l'intitulé du poste de chaque employé. Donc, vous avez sûrement eu la curiosité d'aller voir les noms de ces postes. Et il y en a probablement un qui vous a l'air un petit peu plus prestigieux que les autres. Et vous vous dites, bon, le chef de la société, c'est celui qui je ne sais pas quoi. C'est pas du tout l'idée. Cette question, encore une fois, c'est un très très grand classique. Il faut raisonner différemment. Regardez bien cette table, elle a une particularité, c'est la seule table sur le schéma que vous avez sous les yeux à avoir cette particularité, à savoir c'est la seule table qui a une flèche vers elle-même. Donc ça c'est très intéressant. On peut rattacher cette table à elle-même, on verra ça plus loin. Mais donc, il y a une particularité, c'est qu'elle comporte des informations, encore une fois, disons qu'une des colonnes comporte des informations qui peuvent intéresser une autre colonne. Donc la table va se référer à elle-même. Une colonne de la table va se référer à une autre colonne de la même table. Ça, c'est vraiment intéressant. Et la question qui est le chef, c'est vraiment une question très très classique qu'il faut aborder de la manière suivante. Regardez. Chaque employé a un attribut reports to. Reports to, ça veut dire rendre des comptes à. Donc chaque employé, bon, dépend d'eux si vous voulez. Bon, chaque employé a un supérieur hiérarchique pour le dire clairement. La structure de la société, alors une structure de type pyramidal, il y a un chef tout en haut, il y a des sous-chefs, il y a des sous-sous-chefs, etc. Vous connaissez le principe. La structure de la société est intégralement reconstituable par le biais de cette astuce. Un employé de la société travaille, d'accord, et en plus, il dépend de quelqu'un d'autre. Vous comprenez d'ailleurs que plusieurs employés peuvent dépendre du même. Je parlais de structure pyramidale. Vous savez que plusieurs employés peuvent dépendre d'un même, on n'a qu'à dire chef de service. Le chef de service lui-même rend des comptes à quelqu'un d'autre, etc. Bon, alors là, cette question SQL, je l'ai dit, c'est vraiment un classique dont la réponse est directement donnée, tout simplement par le test is null. Le chef est celui, alors pour le dire,
Pour le dire de manière amusante, le chef est celui dont le chef est nul. Alors ça, c'est pas vraiment ça qu'il faut retenir, mais si on tape ça, c'est bien la réponse qu'on aura. Le chef, c'est celui qui n'a pas de chef, tout simplement. Alors, essayons de formuler cela. Select employé ID. Hein, nous voulons l'identifiant de l'employé, du chef donc. Son prénom, hein, first name, et son nom de famille, last name. C'est ce qui nous intéresse. On peut éventuellement, si vous voulez, afficher le titre hein, dans la société, mais bon, ça n'a pas énormément d'intérêt. Et je mets donc from employé where report to is null. Voilà, c'est Andrew Adams. Ah, et d'ailleurs, bon, voilà, on a une bonne surprise. Le titre, c'est effectivement General Manager, donc ça doit effectivement être lui le boss, hein, le grand Manitou. Mais ce qui compte, c'est que nous, on a répondu de manière correcte. Hein, c'est en le faisant comme ça, et pas en allant d'abord regarder la liste des titres, parce que, bon, d'accord, on peut regarder si vous voulez. Select title from. Je suis sûr que certains avaient fait comme ça. Voilà, hein, bon, effectivement, il y a un general manager, il y a un responsable des ventes. Après, ils ont l'air quand même moins prestigieux les autres. Hein. Et puis surtout, vous remarquez qu'ils sont plusieurs à avoir le même titre, donc vous dites c'est sûrement pas eux les chefs. Bon, d'accord, mais non, ça n'est certainement pas en tapant la requête select, etc. Where title like general manager qu'il faut répondre. Hein. Vous retenez vraiment cette structure qui n'est pas propre à cet exercice, mais qui est vraiment un très grand classique. On cherche celui, encore une fois, dont le chef, celui qui n'a pas de chef. Hein. C'est une belle définition, de toute façon aussi philosophique, hein, le chef est celui qui n'a pas de chef. Alors, et bon, voilà pour la première section. Après, vous n'avez pas, je pense ici, de questions simples en dehors de tout ça, parce que bon, ça vous l'avez déjà fait dans la base World. Donc on va laisser tomber ces questions simples, qui en général sont des questions qui peuvent parfois plus ou moins être accessibles par le biais de formulaires interactifs. Hein. Donc le langage SQL est intéressant à partir du moment où justement on dépasse ces besoins-là. Alors, première nouveauté, utilisation de fonctions d'agrégation. Les deux principales difficultés au programme, enfin les choses les plus intéressantes hein, pour nous à faire au programme en SQL, c'est d'une part quelque chose qui a à voir avec des regroupements, donc ici vous avez le mot agrégation. Donc les regroupements c'est quoi? C'est quand vous allez regrouper, agréger, on peut regarder le mot, des lignes d'une même table. Par exemple, toutes les lignes concernant des morceaux de reggae hein, ou de rock. Donc effectivement, dans la liste des morceaux de musique, il y a quand même des groupes. Il y a des groupes, hein. Il y a les morceaux de rock et les morceaux de reggae. Ou bien tout simplement tous les morceaux d'un même artiste. Donc on peut regrouper, hein, on peut regrouper des données. Ça s'appelle l'agrégation en SQL. Et puis l'autre défi, vient plus loin, c'est les jointures. Hein. C'est quand on cherche à rabouter deux tables l'une avec l'autre. Hein. On cherche à compléter une table avec des informations qu'on prend dans une autre table. Ici, nous avons une section qui porte sur les fonctions d'agrégation. Alors, on ne va pas encore parler du regroupement en tant que tel. En effet, l'idée générale de l'agrégation en SQL, c'est que d'une part, on fait des groupes, et d'autre part, on pose des questions sur ces groupes. Par exemple, combien est-ce qu'il y en a? Combien est-ce qu'il y a de morceaux combien est-ce qu'il y a de morceaux de musique par genre? Par genre, combien est-ce qu'il y a de morceaux de reggae, de rock, de rap, de ce que vous voulez. De jazz, hein, de blues, il ne faut pas oublier aussi. Donc, c'est les questions qu'on va poser. En général, on fait les deux ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire « Je souhaite regrouper les morceaux par genre et je souhaite savoir combien il y en a par genre. » Ou bien, autre question, « Je vais regrouper les morceaux par genre et je souhaite savoir quelle est la durée moyenne d'un morceau pour chacun des genres. » On peut raisonnablement penser que peut-être un morceau de musique classique est en moyenne un peu plus long qu'un morceau de rock, par exemple. Mais dans un but pédagogique, la section que vous avez sous les yeux est une section qui ne porte que sur le deuxième volet, si vous voulez, c'est en fait les questions. Vous allez me dire, c'est bizarre de se poser des questions sur des regroupements si on n'a pas d'abord appris à faire des regroupements. Oui, si vous voulez le prendre comme ça, on peut le dire si vous voulez, mais en fait, il se trouve qu'on peut poser certaines questions
sans vraiment trop se focaliser sur le regroupement dans un cas particulier. Ce cas, c'est lorsqu'en fait on agglutine toutes les lignes, toutes, voilà, je l'ai dit, parce que toutes les lignes sont regroupées, ça fait un énorme groupe. Et on peut se poser des questions. Quelle est la durée moyenne des morceaux de musique dans la base? Combien y a-t-il de morceaux de musique dans la base? Quel est le coût moyen d'un morceau si on veut l'acheter, etc. Là, en fait, si je réfléchis, je fais un regroupement, sauf que je fais un regroupement total. Je regroupe tous les morceaux ensemble. Mais en fait, c'est tellement trivial que le plus souvent, on n'y pense pas. Et même, vous allez voir que quand je vais taper ma requête en SQL, je ne vais à aucun moment faire apparaître mon souci de regrouper. Je vais juste poser une question toute bête, quel est le prix moyen, etc. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les fonctions qui sont les fonctions habituellement utilisées en cas d'agrégation. Par exemple, compter, ou bien faire la somme, ou bien faire la moyenne, etc. Ces fonctions, il n'y en a pas 36, hein, vous avez la liste d'ailleurs, je crois, à la dernière page de ce PDF. On va les regarder si vous voulez. Et donc en fait, bon, elles s'utilisent vraiment de manière triviale. D'où le fait que cette section apparaisse plutôt en début de TD. On va tout de suite prendre un exemple. Comment est-ce qu'on dit, hein, un schéma vaut mieux qu'un long discours. Ce sera clair tout de suite. Combien y a-t-il de playlists dans la base? Alors voilà, hein, je tape tout de suite la réponse et ensuite je la discute. Select count, j'écris en majuscule, select count étoile from, je pense qu'elle va s'appeler playlist. Si ça ne marche pas, j'irai vérifier. Voilà. Alors, select count étoile from playlist. Bon, bah, je vous l'ai déjà dit, une requête en SQL, c'est une phrase, et cette phrase, donc, elle se lit. Bon, on entend bien. Hein, select count étoile from playlist. Voilà, hein, je m'intéresse au nombre, hein, au compte, au décompte. Dans la table playlist, il y a manifestement 18 playlists qui sont programmées, hein, dans cette table, dans cette base, pardon. Je pense qu'il y a peut-être un site web derrière et que donc les gens peuvent, quand ils achètent un morceau de musique, ils peuvent voir les autres morceaux dans la même playlist, par exemple. Apparemment, il y en a 18. Bon, count étoile est la fonction d'agrégation la plus connue. Je vais afficher leur liste tout de suite. Elles apparaissent en dernière page de ce PDF. À quel endroit? Alors attendez, je réduis pour mieux les voir. Voilà, vous avez ici à droite de l'écran, vous avez ici les fonctions group by. Donc je n'ai pas utilisé group by à l'instant, mais je viens de m'en expliquer. Il est implicite ici. Il est implicite. J'ai regroupé toutes les lignes ensemble. Je vous suggère d'apprendre par cœur les 5 premières fonctions d'agrégation. En toute honnêteté, les autres ne vous concernent pas. Si, peut-être STD ici. Mais bon, retenez déjà les 5 premières. AVG, ça veut dire average, c'est la moyenne. C'est quand on veut la moyenne des valeurs d'une colonne. Le prix moyen, la durée moyenne. Count, c'est le décompte, c'est le nombre. Je veux compter les lignes. Je m'en expliquerai après, elles s'utilisent de manière particulière, je viens de le faire. Max, je veux le maximum, je veux savoir quel est le morceau de musique le plus cher qu'il y a dans la base. Min, c'est le minimum. Somme, c'est la somme. Attention, la somme, ça n'est pas la même chose que le décompte. C'est pas la même chose de me demander quelle est la longueur moyenne, quelle est la longueur totale de chaque playlist. Je vais faire une somme. Je vais additionner la durée de chaque morceau de musique de la playlist et de savoir combien il y a de morceaux de musique dans la playlist. Je le précise parce que je sais que chaque année, certains ont du mal. Combien de morceaux dans une playlist? Je les compte. Durée totale d'une playlist, je vais additionner des valeurs qu'il y a dans telle ou telle colonne. Hein, donc, count et sum. Vous n'êtes pas réellement concerné par les problèmes de statistiques par ailleurs, mais bon, STD, ça veut dire Standard Deviation. C'est ce qu'en français on appelle l'écart type. Hein, l'écart type est la seule réelle fonction d'agrégation qui pourrait à la limite être rajoutée aux 5 précédentes si vous le voulez. Mais par contre, les 5 premières, c'est vraiment à connaître par cœur. Alors, je réaffiche ma requête. Select count étoile from playlist. Bah, je dois compter, mais je dois compter quoi? Lorsque je veux savoir quel est le maximum, par exemple, quel est le prix maximum d'un morceau de musique, je vais dire que je veux le maximum du prix. Donc, il va regarder la colonne prix et il va repérer le maximum. Mais, pour des raisons logiques,
quand je veux compter, en fait, peu importe la colonne que je vais choisir. Parce que quand je compte juste les lignes. Donc si vous voulez que je mette, par exemple, dans chaque playlist, il y a quoi? Il y a, par exemple, bon, il n'y a pas énormément de choses. Si je veux compter le nom de chaque playlist, je peux toujours, j'aurai le même résultat, mais ça n'a pas beaucoup de sens logique. En fait, ce que je veux compter, c'est les lignes. Donc bon, l'usage est que lorsqu'on utilise la fonction d'agrégation count, au lieu de mettre le nom d'une colonne, on met étoile. Bon, et c'est un raccourci qui veut dire compte les lignes, si vous voulez. Hein. Select count étoile from playlist, compte toutes les lignes. Pour toutes les autres fonctions d'agrégation, ce sont des fonctions, donc vous mettez une parenthèse après, donc là, même là, il y en a une. Et par contre, dans la parenthèse, vous mettez ce que vous, comment dire, la variable que vous passez en argument à la fonction. Donc je vais prendre le maximum d'un prix, ou bien je vais faire la somme d'une durée. Et dans ce cas-là, je mets la colonne qui m'intéresse, mais je suis sûr que parmi les questions suivantes, justement, ça va être abordé. Donc, je regarde la question, c'est ici, je regarde la question, ah, mais j'ai sauté quelque chose, ah zut. Bon, je reviendrai après en arrière, j'avais sauté les questions 4, 5, 6. Bon, j'ai commencé sur les fonctions d'agrégation, donc j'y reste. Hein. Alors, combien y a-t-il d'albums dans la base? Bon, là, vous voyez que je ne vais pas le faire, hein, les questions 7, 8, 9, 10, c'est la même. Hein, il s'agit de compter des lignes. Donc je ne fais pas, c'est la même chose, ça n'a aucun intérêt. Je vais passer à la question 11. Quel est le prix moyen d'un morceau à l'unité? Nous venons de voir qu'en SQL, il y a une fonction pour calculer la moyenne qui est AVG, hein, average. Donc là, je vais vous donner un exemple donc, différent du précédent. Select AVG, donc je veux la moyenne, mais la moyenne de quoi? Alors le prix moyen. Donc on regarde notre schéma, il est assez probable que ça s'appelle price ou quelque chose comme ça. Le prix moyen, je crois, ça s'appelle unit price, hein, justement, prix unitaire, hein, prix à l'unité du morceau de musique. Donc je veux la moyenne de ce unit price. Donc on va regarder comment ça marche. Select AVG de unit price from, donc track, je me souviens du nom de cette table, c'est la principale. Voilà, donc ça doit être des prix en dollars. Vous voyez que en moyenne, les morceaux de musique coûtent $1 et quelques. Bon, ça semble cohérent. Hein. Donc voilà, select AVG, unit price, from track. Hein. La moyenne de quoi? Du prix à l'unité. Bon voilà, je parcours rapidement cette section, hein, mais je reviendrai en arrière après. Quelle est la durée moyenne en secondes d'un morceau? Bon, mais c'est pareil, quelle est la colonne qui va nous donner l'information? C'est millisecondes. Vous voyez que chaque piste a un attribut qui est millisecondes. Donc, bon, par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va, à vue de nez, avoir un résultat qui sera exprimé en millisecondes, et c'est quand même pas très, très parlant. Donc, je vous propose de, par exemple, diviser par 1000. Voilà, cette requête sera un petit peu plus intéressante que la précédente. Voilà, la durée moyenne de chaque piste dans cette base, c'est 393 millisecondes. Bon, c'est pas non plus très excitant comme résultat, on peut diviser par 60 et on aura un résultat en minutes. Donc, je divise par 60 et vous voyez que ça me paraît un peu bizarre d'ailleurs, parce que ça me paraît un peu long pour des morceaux de musique qui doivent probablement être des morceaux de musique comment dire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de classiques dans cette table, dans cette base, donc 6 minutes et demie, ça me paraît quand même un peu énorme. Mais bon, bah, écoutez, il n'y a pas de raison de mettre en doute le résultat. Donc à première vue, en moyenne, la durée moyenne donc, des morceaux de musique de cette base, c'est 6 minutes et demie. Hein. Alors, c'est pas très joli, vous voyez que ma colonne s'appelle maintenant AVG de millisecondes, etc., etc. Donc, bien évidemment, vous pouvez mettre un alias. Donc, on peut mettre duration. Hein. Voilà, durée moyenne, hein, 6 minutes et demie à nouveau. Bon, quoi d'autre? Quel est le prix moyen d'une commande? Alors, regardons, mais ça, je ne vais même pas le taper. Hein, ça, je vous laisse faire. Quel est le prix moyen d'une commande? Donc, on va regarder dans la table Invoice. Hein, c'est la facture. Chaque commande a une facture. Bon, voilà, vous avez total. Donc là, vous faites la même chose. Hein, nous nous intéressons à la table Invoice et nous voulons le total moyen, si vous voulez. Et dernière question. Quel est le prix de la plus grosse commande? Bon, ben là, vous utilisez la fonction max. Donc pareil, là, je vous laisse vous débrouiller. Le prix d'une commande, bah, nous avons le prix total dans cette colonne, cet attribut total.
vous utilisez la fonction max, bien évidemment ici. Bref, les questions 7, 8, 9, 10, on y répond en utilisant la fonction d'agrégation count. La question 11 et 12 et 13, on y répond avec la fonction AVG. Et puis 14, c'est max. Ce qui est un tout petit peu dommage, c'est qu'on n'ait aucune question ici qui porte sur la somme. Donc on peut essayer quand même d'en imaginer une rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait additionner? Bon, question tout à fait stupide, mais si vous voulez, il faut faire vite. Donc si je voulais acheter tous les morceaux de musique de la base, combien est-ce que ça me coûterait? Bah donc là, je vais faire la somme. Hein, donc, on va voir, je ne sais pas si c'est accessible au commun des mortels ou s'il faut être millionnaire. Pas forcé, hein, après tout, c'est juste $1 par morceau de musique. Donc, si vous êtes fou de musique, peut-être que vous avez envie d'acheter tout le catalogue. Donc, alors, je vais prendre ici somme. Somme de quoi? De total. Non, c'est pas... En millisecondes en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Le prix. Ah, unit price, pardon. Alors, le prix total. Bon, vous voyez, c'est pas si cher que ça. Hein. Il me suffirait d'avancer $3680. Je pense qu'il me ferait sans doute... il me ferait sans doute un geste pour m'économiser les centimes qui restent. Mais donc, avec $3680, je peux acheter tous les morceaux de musique. Là, j'ai fait la somme. Ah, tiens, on ne les a même pas comptés, ces morceaux de musique. Combien est-ce qu'il y en a déjà? Alors, select, count. Il y a 3500 morceaux de musique. Et si je voulais tous les acheter, ça me coûterait $3680. C'est logique, puisqu'on avait vu qu'il y avait en moyenne $1 à peu près par morceau de musique. Si je suis très mélomane, j'ai peut-être envie de les écouter tous. Combien de temps ça durerait? Alors, millisecondes. Non, je me suis trompé. Select, somme de millisecondes. J'aurai un résultat en millisecondes, donc je vais diviser par 1000. Après, ce sera certainement extrêmement peu parlant, donc je vais diviser par 60 pour avoir un résultat en minutes. Même comme ça, c'est pas très parlant. Donc si je divise à nouveau par 60, j'aurai un résultat en heures. Vous voyez, voilà, il y a pour 382 heures d'écoute dans cette base de données. Ici, j'ai utilisé somme. Et vous voyez que ça ne m'empêche pas de rajouter des divisions après. On a ici, bien sûr, des possibilités arithmétiques rudimentaires, mais réelles en SQL. Je me rends compte que j'avais oublié de regarder les questions 4, 5, 6, donc je reviens en arrière. Ces questions portent sur le mot-clé distinct. Distinct, ça veut dire distinct. C'est quelque chose, c'est une question qu'on se pose lorsqu'on veut savoir quelles sont les différentes informations qu'il y a dans la base, mais sans répétition. Regardez la question 4, afficher les différents pays des clients. Je veux savoir voilà, quelle est ma couverture géographique si je possède si je gère cette société. Il y a probablement plusieurs clients aux États-Unis. Je n'ai pas envie que États-Unis apparaisse 200 fois. Ce que je veux, c'est les différents pays. Donc tant mieux s'il y a 200 clients aux États-Unis, mais moi je veux que ça n'apparaisse qu'une seule fois. Donc là, le mot-clé distinct vous permet d'interroger la base en demandant des réponses distinctes. Dit autrement, on va éliminer les doublons. Donc, ça s'utilise alors très simplement comme ceci. Select. Oula, il y a des choses qui sonnent dans tous les sens autour de moi. Alors, select distinct, je suppose que l'information doit s'appeler country. C'est ça, country. From customer. Hein. Voilà. Donc, il y a, à vue de nez, une vingtaine de pays, Brésil, Allemagne, Canada, Norvège, République tchèque, Autriche. Autriche, Austria, ça n'est pas l'Australie. Belgique, Danemark, États-Unis, etc. Et il y a un ou plusieurs Français. On ne sait pas combien il y en a, mais il y en a au moins un. Voilà. Maintenant, si je ne mets pas le mot-clé distinct, j'aurai la même réponse, sauf que
en fait, voilà, vous voyez, ça se termine par Inde, c'est répété 2 fois l'Inde. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y en a que 2. Hein, ça se trouve, il y en a plusieurs au-dessus. L'ordre n'est pas garanti. Hein. Le fait qu'à vue de nez, il soit ici ne vous autorise pas à tirer la conclusion qu'il y a un ordre quelconque là-dedans. Il n'y en a tout simplement pas. Hein. Donc là, j'ai les différents pays, mais avec répétition. Donc si je mets distinct, j'ai la garantie que je n'aurai pas de répétition. Bon voilà, rien de bien méchant. Question 5, les différentes villes où habitent les employés. Je ne vous ferai pas l'injure de la faire avec vous. Hein, vous êtes normalement capable maintenant de la faire tout seul. Les différentes fonctions dans la société, je les avais affichées tout à l'heure, mais justement, je n'avais pas utilisé le mot-clé distinct. Hein, et donc, on avait pu voir ici que, par exemple, ce titre bizarre, hein, Sales Support A, bon, apparaissait 3 fois, tout comme IT Staff, ça apparaissait 2 fois. Bon, il est clair que... Bon, en fait, là, du même coup, je le traite avec vous. Donc, si j'ajoute le mot-clé distinct, vous voyez que ça élimine les doublons. Hein, donc, c'est bien pratique. Bon, voilà pour les sections 1, 2 et 3. Je pense que normalement, c'est bon. Je parle depuis combien de temps Bon, tiens, peut-être, voilà. Je vais faire la dernière section... Non, je vais faire la section suivante avec vous et je m'arrêterai après. Comme ça, je m'arrêterai avant les jointures. Hein, donc, en fait, je m'arrête avant d'attaquer les gros morceaux. Alors, cela dit quelque chose que moi, je trouve assez joli ici. C'est la possibilité en SQL de faire des sous-requêtes. Une sous-requête, c'est une requête dans une requête. Bon, la théorie, c'est quoi? C'est que toute requête SQL retourne une table. Dans la mesure... Je vois que les premières questions vont pas... Je pars pas de la meilleure manière. Bon, tant pis, je dis quand même ça. Toute requête SQL retourne une table, et donc elle peut être manipulée de manière extrêmement souple par un langage qui est justement fait pour manipuler des tables. Bon, en même temps, le langage SQL est un langage souple, très très souple. Il est fait pour être manipulé par des gens de profils très très différents, hein, des programmeurs, des informaticiens, mais aussi des statisticiens, des gens qui ne sont pas forcément férus d'informatique ou de théorie pure. Donc en fait, le langage est très souple et il s'adapte aux besoins. On va donc dire ceci. Une requête SQL retourne toujours une table, mais quand cette table ne comporte qu'une seule colonne, le langage accepte qu'on l'utilise aussi comme une liste, comme ce que vous avez l'habitude d'appeler une liste. C'est une colonne. En théorie pure, on devrait dire que c'est une table qui comporte plein de lignes et une seule colonne. Mais par souplesse, le langage SQL autorisera qu'on considère cette table soit comme une table, soit comme une liste. Et enfin, c'est là que je veux en venir, si pour une raison ou une autre, votre requête retourne un seul élément, bon, par, je dirais, rigidité, on a envie de dire que c'est une table qui comporte une ligne et une colonne, mais le SQL vous autorisera librement à considérer que c'est soit une table, soit une liste comportant un seul élément, soit un scalaire. Donc c'est un tout petit peu bizarre pour quelqu'un qui serait vraiment très très rigide là-dessus. Moi je trouve d'ailleurs que c'est vraiment important quand même aussi de se rappeler que bon, derrière il y a quand même des types de données et qu'il faut quand même un petit peu essayer d'y penser parfois. Mais bon, il se trouve que une requête qui retourne un unique élément, bah, on peut l'utiliser dans une opération arithmétique par exemple. Moi ça me choque un tout petit peu, mais bon, c'est pratique. Hein, disons que c'est très pratique. Du même coup, regardez la question 15. Quels sont les morceaux plus courts que Bossa? Bossa est le nom d'un morceau de musique dans cette base. On peut afficher quelques informations rudimentaires sur ce morceau pour commencer, si vous le souhaitez. Donc, je vais aller dans la table Track. Select. Alors, je peux afficher son identifiant, Track ID. Je peux afficher son nom, mais à première vue, ce sera Bossa. Et on n'a qu'à... tiens, je vois qu'il y a une colonne composer. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va aussi l'afficher. From track. Et par contre, je n'ai pas fini. Where, name, like, Bossa. Vous ne mettez pas égal parce que vous n'avez aucune garantie sur le fait que ça a été saisi en majuscule, en minuscule, etc. Bon, voilà, je trouve effectivement que le morceau numéro 2241 s'appelle Bossa.
Bon, on me demande quels sont les plus courts. Donc, bon, bien évidemment, on a choisi ce morceau-là parce que c'est un des plus courts de la base. Et donc, en fait, il n'y aura pas trop de réponses. Donc, on peut aussi afficher, si vous voulez, sa durée. Sa durée, je rappelle que c'est la colonne millisecondes. Je laisse tomber la colonne composeur qui est vide ici. Voilà, nous voyons un morceau de musique qui dure 29 secondes. 29 secondes, donc c'est un morceau qui est très court, effectivement. Maintenant, moi, l'information qui m'intéresse, c'est uniquement sa durée. Donc, je vais supprimer track ID et name. Vous voyez que cette requête me retourne une seule valeur. Je l'ai dit, soit vous dites que c'est une table d'une ligne et d'une colonne, soit vous dites que c'est une liste d'un élément, soit vous dites que c'est un élément. Encore une fois, le langage SQL s'adaptera en derrière. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire une comparaison. Alors, ce qu'il ne faut pas faire ici, c'est de recopier. Vous ne devez pas recopier les 29 secondes dans votre requête. Vous devez ici utiliser une sous-requête, comme ceci. Regardez, select. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux des informations sur des morceaux de musique. Donc, je vais demander leur identifiant et leur titre. Je m'intéresse à quelle table? Toujours la table track. Mais c'est désormais ici que ça va se jouer. Ma condition va être la suivante. Je veux les morceaux de musique tels que leur durée. C'est quoi leur durée? Leur durée, c'est millisecondes. Donc, je tape millisecondes. Est inférieur. Je veux des morceaux plus courts que. Donc, je mets inférieur. Mais inférieur à quoi? Il ne faut surtout pas que je recopie ici la durée. Là, ce serait tricher. Ce qu'il faut, c'est que je fasse une sous-requête. Donc, comment est-ce qu'on construit une sous-requête? En fait, on prend juste une requête, on met des parenthèses autour, et ça fait une sous-requête. Donc voilà, j'ouvre des parenthèses. Je vais recopier ma requête précédente. Alors, sans le point-virgule, bien sûr, parce que le point-virgule, c'est le signe de ponctuation finale en SQL. Je le retire. Je mets par contre un point-virgule à la fin, moi, de ma requête principale. Voilà. Donc, regardez. Je le formule en français, mais vous lisez le code SQL et vous allez voir que vraiment ça se superpose de manière fluide. Je souhaite avoir l'identifiant et le nom dans la table track, alors sous-entendu de tous les morceaux, tels que leur durée en millisecondes soit inférieure, alors inférieure à quoi? À, si vous voulez, j'ouvre ici donc ma sous-requête, à la durée dans la table track d'un morceau de musique qui porterait comme nom Bossa. Vous voyez que vraiment, le langage SQL essaie de suivre quand même de manière plus ou moins réussie l'anglais. Alors, une phrase en anglais naturel. Ce qui est intéressant, c'est que j'affiche la durée cette fois, donc je vais afficher aussi la durée de ces morceaux. Il y en a à peu près une demi-douzaine, on va les compter. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous voyez qu'effectivement, il dure très très peu de temps. Il y a un morceau de musique, il dure 1 seconde. Je ne sais pas trop à quoi peut ressembler un morceau de musique d'1 seconde, mais c'est peut-être simplement un jingle ou je ne sais pas quoi. Ou un son. Quelqu'un je ne sais pas combien ça coûte. J'espère qu'il ne coûte pas trop cher, évidemment, parce que je ne paierai pas très cher moi pour un morceau qui dure 1 seconde. Le titre n'est pas extrêmement explicite aussi. Et je ne sais pas dans quelle langue c'est. Mais bon, vous voyez. Et par contre, si on regarde le premier, il s'appelle No Sports. Ça a vraiment une tête de jingle. Je suppose que c'est peut-être une émission de radio qui s'appelle No Sports, qui commencerait par un petit motif qui dure un peu moins de 5 secondes. Bon, en tout cas, toujours est-il que nous avons effectivement trouvé les 7 morceaux de musique qui durent moins longtemps que Bossa. Bon, je fais un deuxième exemple, mais après, vous finissez par vous-même. Mais bon, c'est là, je dirais que par rapport à cette première vidéo sur la table Chinook, nous avons le premier palier en termes de difficulté que nous franchissons. Tout le reste me semble plus ou moins trivial une fois qu'on connaît les choses. Par contre là, voilà, on commence à avoir des requêtes qui ne sont plus des requêtes simples, puisqu'on a des requêtes emboîtées. Quels sont les employés plus âgés que le patron? Alors, revenons au schéma de notre base. Le patron, donc vous vous souvenez que c'est Andrew Adams, mais à la limite, justement, il ne faut pas s'en souvenir, puisque nous allons devoir ici le retrouver par une sous-requête. Donc le patron, le chef, c'est celui qui n'a pas de chef. Vous vous souvenez toujours de ça. Si c'est la seule chose que j'ai pu vous apprendre cette année, c'est déjà ça.
select, donc je veux quoi? Ben, je veux sa date de naissance, donc birth date from employé. Alors, vous voyez comment je travaille? En fait, dès que je sens qu'il va y avoir une sous-requête, je commence juste par taper la requête intérieure, hein, la sous-requête. Je fais comme si c'était ça que je voulais. Hein, c'est vraiment comme ça qu'on travaille en SQL. On n'essaie pas d'imaginer la requête hein, comme ça en entier. Hein, ça se peaufine une requête en SQL. Donc on commence juste par essayer d'avoir une structure et ensuite on ajoute progressivement les choses qu'on veut. Donc moi, pour tous les problèmes à sous-requête, ce que je fais c'est toujours ça. Hein. Manifestement, l'âge du boss va être important ici. Donc je ne m'occupe pas pour l'instant des autres employés. Je commence juste par essayer de voir quelle va être la requête qui me permet d'obtenir cet âge. Voilà, la date de naissance suffit hein, ici. Alors, select birth date from employé. La condition, vous vous en souvenez, c'est where reports to is null. Je vois qu'il est né en 1962. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bon, le SQL est vraiment fait pour manipuler des données de ce genre. Hein. Les dates, c'est pas comme dans les autres langages. Hein. En Python, les dates, c'est pas fait pour ça. Donc évidemment, c'est plus compliqué de manipuler des dates en Python. Maintenant, il est clair que les gens qui travaillent sur des bases de données, c'est tout le temps des dates. Donc en SQL, tout doit être fait pour que les dates puissent être manipulées de manière vraiment simple. Donc il doit y avoir, hein, je ne vais pas vérifier, mais il doit y avoir en SQL, il doit y avoir un type de données qui a un type date, parce que c'est trop important. Mais bon, en réalité, très souvent, il n'est pas employé, donc à la place, on met des chaînes de caractères. Par contre, il est clair qu'elles doivent être conçues d'une manière telle que, au moins, par exemple, la comparaison puisse être compatible avec l'ordre lexicographique. La comparaison chronologique doit être compatible avec l'ordre lexicographique. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez l'année en premier, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand vous voulez comparer des dates, vous commencez par comparer les années, et ensuite le mois, et ensuite le jour. Si vous regardez cette date, vous voyez qu'il n'y a aucune ambiguïté. 1962, c'est l'année. 02, c'est forcément le mois, puisque vous voyez que le jour, c'est 18. Hein, il n'y a pas 18 mois. Donc, il est impératif d'utiliser cet ordre-là, parce que, encore une fois, il permet des comparaisons lexicographiques. Hein, je rappelle la comparaison lexicographique et la comparaison type dictionnaire. On regarde le premier caractère, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Donc, du même coup, il n'y a pas ici des choses compliquées à faire. Hein. La comparaison s'utilisera directement avec le signe plus petit que. Ou plus. On demande les plus âgés, je crois, donc si on demande les plus âgés, si je ne dis pas de bêtises, ce sont ceux qui sont nés avant lui. Donc, ceux dont l'année de naissance est inférieure à celui-là. Donc, on va faire select. Donc là, je passe à ma requête principale. Si vous voulez, je peux déjà mettre les parenthèses autour de la sous-requête. Comme ça, c'est fait. Ensuite, je tape le corps de ma requête principale. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Alors, toujours l'identifiant, un réflexe. Hein. Ensuite, bah, c'est sans doute le nom et prénom qui nous intéresse. Donc, first name, last name. Après, comme on s'intéresse à leur âge, on a également qu'à afficher leur année de naissance. Voilà. From employé. Where, birth, date. Et là, je redis ce que j'ai déjà dit. On peut employer le résultat de la sous-requête comme si c'était un simple scalaire. Donc, comme si c'était ici, j'allais dire un nombre, mais non, je ne sais pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Et ça vous donne ceci. Nous avons deux employés dans cette société, Nancy Edwards et Margaret Park, qui sont plus âgés. Hein. Le premier est né en... Ce sont deux femmes. La première est née en 58 et la deuxième en 47. Bon, voilà. Vous allez faire par vous-même toutes les requêtes suivantes. Je les vérifie juste avec vous qu'elles sont dénuées d'ambiguïté puisqu'on passe à des questions qui sont un petit peu plus compliquées. Alors, quels sont les collègues directs de Peacock? Bon, ça veut dire quoi, collègue direct? Même chef de service. Hein. Quand on a une société avec une structure pyramidale, il y a un chef, il y a plusieurs sous-chefs, plusieurs sous-sous-chefs, etc. Nous n'avons qu'à dire que des collègues directs sont ceux qui ont le même chef de service. Ils travaillent, si vous voulez, dans le même bureau ou à 2-3 portes d'écart et ils tournent autour hein, d'un responsable. Donc,
vous savez très bien quel est le chef de service de chaque employé par le biais de la colonne Report To. Quels sont les clients, attendez, quels sont les collègues directs de Peacock? Oui, mais par contre, donc, vous devez, votre sous-requête sera quoi? Ce sera de trouver quel est le chef de service de Peacock. Et ensuite, vous demandez quels sont tous ces collègues directs. Ah, le seul piège que je vois ici, mais là vous laissez tomber, c'est qu'évidemment, votre requête vous retournera à nouveau Peacock. Bon, c'est pas grave. Hein. Nous voulons la liste de tous les gens qui travaillent donc, voilà, avec Peacock. Tant pis si Peacock fait partie de la liste. Quels sont les clients qui habitent la même ville qu'un employé? Ah, ça c'est plus... Ah, celle-là est plus compliquée. Bon, celle-là est plus compliquée. Je ne la fais pas avec vous, mais je vous donne des pistes. Vous devez d'abord trouver la liste de toutes les villes où habite un employé. Il est impératif que vous vous souveniez du mot-clé distinct. Distinct. Il y a peut-être plusieurs employés qui habitent dans la même ville. Ça sera problématique si vous avez 15 fois New York qui apparaît. Donc, vous allez d'abord essayer d'obtenir la liste des villes distinctes où habitent tous les employés. En théorie, ça vous donne une table qui comporte une colonne, mais je vous ai dit que par souplesse, le langage SQL vous autorise à traiter ça comme une liste. Nous allons donc dire que nous allons récupérer la liste de toutes ces villes. Après, c'est comme en Python ici, vous pouvez mettre comme condition dans une requête, donc cette fois je passe à la requête principale et non plus à la sous-requête. Vous pouvez mettre comme condition dans votre requête principale que, non pas égal, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire qu'un client habite dans une ville qui est égale à, et ensuite vous mettez une liste de 15 villes. Ça ne veut rien dire. Une ville, ce n'est pas égal à une liste de villes. Par contre, comme en Python, vous pouvez mettre in. Est-ce qu'une valeur est présente dans une liste? Votre requête principale sera donc la suivante. Quels sont les clients qui habitent une ville qui appartient à la liste des villes distinctes où habitent les employés de la société? Donc le mot-clé c'est in. Hein, in pour, comme en Python, hein, c'est pareil. In pour être dans. Quels sont les clients qui portent... Oh, il y a une très grosse faute d'orthographe hein, là. Quels sont les clients qui portent le même nom de famille qu'un employé? Pareil. C'est exactement la même chose qu'avant. Hein. Quelle est la liste des noms de famille? Vous allez me dire, bon, ils ne s'appellent pas pareil. On n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien. C'est une petite société, mais imaginez qu'on ait une très grosse société avec plusieurs Dupont, Durand, Maréchal, ce que vous voulez. Ou Baruchel, il n'y a pas de raison, mais enfin, c'est moins fréquent. Vous devez utiliser le mot-clé distinct aussi. Et pareil, quels sont les clients dont le nom de famille appartient à la liste des noms de famille distincts des employés de la société? Quel est l'employé le plus ancien? Donc là, ah oui, celle-là aussi, j'aurais voulu en parler un petit peu, elle est vraiment très très intéressante celle-là. Ouais, celle-là, je vais peut-être quand même la faire. La 21 est pareil, donc celle-là, je la saute. Quels sont les employés occupant le... Oui, après, c'est pas très intéressant. La 20 est, pour le coup, est vraiment, pose des questions. Donc, bon, je vous retiens encore un tout petit peu avec la question 20. Alors, quel est l'employé le plus ancien? Pourquoi est-ce qu'elle est là d'abord? Parce qu'on pourrait se dire, il n'y a pas de sous-requête ici. C'est vrai qu'il est tentant. Alors, là, bon, déjà, regardons de quoi on parle. Hein. Ancien, ça veut dire dans la société. Donc, ça veut dire quand est-ce qu'il a été engagé. Donc, vous voyez, hire date. Hein. Hire, ça veut dire engagé. Bon, déjà, regardons un petit peu les... On va afficher, déjà, pour voir un petit peu la tête, on va afficher les noms, first name, last name, hire date de la société, de tous les employés. Hein. Alors, bon, vous voyez qu'ils ont été engagés en 2002, 2003, 2004, donc les plus anciens ont été engagés en 2002, et le plus ancien de tous, c'est Jen Peacock. Ah, c'est surtout pas ça qu'il faut faire, hein. Vous ne devez pas répondre visuellement, hein. Vous devez formuler une requête qui va nous donner cette réponse de Jen Peacock. Et manifestement, c'est ça qu'on cherche. Bon, comment est-ce que je le sais?
Bon, je le sais parce que je regarde donc higher date et je cherche le minimum. Hein, c'est une recherche de minimum. Ici, je cherche la valeur minimum de higher date. Comment formuler ça correctement? Il y a trois manières, dont une seule qui est vraiment très très élégante, une qui est bonne, qu'on va regarder, et une qui est mauvaise, et qui n'est pas correcte, qu'il faut absolument éviter. Et le problème, c'est que c'est la première à laquelle on pense, en fait. Je l'ai même vu dans des livres. Il y a même des livres qui donnent ça, et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment scandaleux, parce que c'est fondamentalement faux, en fait, comme réponse. Mais je vais quand même l'écrire devant vous, parce que c'est vrai que les gens y pensent. Et le pire, c'est que la réponse qui va apparaître est très probablement la bonne réponse. Donc vous allez me dire que vraiment, c'est pour ça que les gens la mettent dans les livres. Hein. Ils mettent dans les livres cette réponse, parce qu'ils la tapent, et ils ont ce qu'ils veulent, et donc ils sont persuadés que c'est bon. Alors, beaucoup de gens croient qu'il faut écrire ceci. Select first name, last name. Et là, ils se disent, bon, bah, le minimum, mais je l'ai vu, le minimum, c'est min. Donc, ils vont mettre min de high date. On travaille sur des chaînes de caractères, mais le minimum a un sens, puisque l'ordre lexicographique est utilisé ici. From, on a dit employé. Bon, et c'est Jen Peacock, et donc on est content parce qu'on a la bonne réponse, et donc on se dit qu'on a quelque chose de court, concis, qui semble tout à fait clair. Hein, on se dit vraiment, pourquoi est-ce que ça serait pas bon? Et voilà, tout le monde est content. Et c'est quelque chose en fait qui est horrible si on regarde de près. En fait, c'est horrible parce que, qu'est-ce que vous avez fait? À partir du moment où vous employez une fonction d'agrégation dans votre requête et que vous ne donnez pas de consigne particulière d'agrégation, je l'ai dit tout à l'heure, implicitement, ça va agglomérer toutes les lignes de la table ensemble et ça va appliquer des fonctions à toutes ces lignes. Donc, il est clair que j'ai le droit de chercher la date d'embauche la plus ancienne de la base. Je n'ai rien à dire contre la requête suivante que je viens de modifier. Quelle est la date d'embauche la plus ancienne? Vous voyez que c'est 2002, avril 2002, nous savons donc que c'est la date où a été engagée Jen Peacock. Mais je n'ai pas le droit de présupposer que si je demande en plus une deuxième chose, à savoir le prénom ou le nom de famille, ou les deux, peu importe, first name, last name, et la date d'embauche minimale, je n'ai pas de raison de présupposer qu'elles sont alignées. Je m'explique. Je demande, j'interroge une table qui comporte beaucoup de lignes, mais à cause du min, je n'aurai qu'une seule réponse, car cela va provoquer une agrégation. Donc en fait, toutes les lignes vont être fondues. Et je pose des questions sur différentes colonnes, prénom, nom et date d'embauche. La seule question qui est précise, c'est la question sur la date d'embauche, parce que j'ai dit, lors de l'agrégation, je souhaite conserver le minimum. Voilà. L'idée d'une agrégation, c'est ça. C'est j'agglutine toutes les lignes, mais je conserve des éléments et je vais orienter la question pour dire ce que je veux conserver. Par contre, vous voyez que lorsque je dis first name ou last name, je ne précise pas, enfin, je n'indique pas le prénom de qui. On va dire, mais si, c'est logique, c'est le prénom de celui qui a été embauché. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas dit de manière rigoureuse. À aucun moment dans votre requête, vous ne dites de manière rigoureuse que le prénom doit être le prénom qui correspond à la ligne du minimum. Vous dites juste que vous voulez trois choses. Je veux un prénom, je veux un nom, et je veux la plus ancienne date d'embauche de la société. La faute est tellement courante que les concepteurs du langage se sont arrangés pour, en douce, si j'ose dire, vous refiler la bonne réponse. On ne peut pas obliger des gens qui ne sont pas forcément des programmeurs ou des théoriciens formalistes à se poser des questions pendant des heures et des heures là-dessus. Donc voilà, c'est tellement classique que la bonne réponse est fournie. Mais d'un point de vue de stricte logique, c'est faux et je vais vous le prouver. Regardez si je modifie très légèrement cet exemple soi-disant bon. Supposez que je pose deux questions. Je veux savoir quelle est la date d'embauche du plus ancien employé et la date d'embauche du plus récent employé. Vous remarquez que de manière tout à fait correcte,
je formule ceci de la manière suivante. Je veux deux informations, je veux le max de hire date et je veux le minimum de hire date from employé. Et vous voyez bien dans cet exemple que les deux lignes, que les deux réponses ne sont pas alignées. Il est évident ici que je vais avoir deux informations distinctes qui viendront de deux lignes différentes. Lors de l'agrégation, je n'ai aucune garantie que l'alignement des données est conservé. Tout ce qu'on peut dire, c'est voilà, on va faire un paquet avec les dates, on va faire un paquet avec les prénoms, etc. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en toute rigueur, pour moi, la requête que je critique, qui est celle-ci, je la réaffiche, mais je maintiens qu'elle est fausse, c'est une requête qui, pour moi, veut dire ceci. Je souhaite avoir un prénom quelconque dans la table, un nom de famille quelconque dans la table, et par ailleurs, je souhaite avoir la date d'embauche du plus ancien employé. Le fait que je teste le système 10 000 fois de suite et qu'à chaque fois j'ai la bonne réponse n'est pas une preuve que cette requête est correcte. Hein. Encore une fois, le langage SQL est beaucoup trop employé pour se permettre d'être trop rigide. Donc il y a des milliers et des milliers de choses incorrectes qu'il tolère et même qu'il devine. En fait, le langage SQL, c'est essentiellement un langage qui essaie de deviner ce que les gens lui demandent parce que c'est très très rare que les gens arrivent à demander correctement ce qu'ils veulent. Mais ça, ce n'est pas bon. Donc, la mauvaise réponse étant éliminée, comment faire? Vous avez deux manières. Quand on est paresseux, on a une astuce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez bien ceci. Si je demande, là j'ai affiché la liste de tous les employés avec leur date de naissance. Bon, la petite astuce c'est quoi? C'est de me souvenir que je peux trier cette liste, order by, je peux la trier par date d'embauche. Vous voyez que John Peacock arrive tout en haut, et je peux dire que je ne souhaite qu'une seule réponse. Bon, cette réponse est correcte. Elle est correcte, elle est parfaitement correcte. Vous ne procédez à aucune agrégation ici. Vous vous contentez de trier la table et de retenir le premier élément. Bon, c'est correct. Beaucoup de gens font comme ça. Après, je vais dire ceci. Moi, ça me gêne un tout petit peu. Ça me gêne un tout petit peu pour des raisons qui sont à la fois bonnes et mauvaises. Nous avons travaillé sur la complexité en informatique avant les vacances, je crois, ou encore avant les vacances précédentes. Et vous vous souvenez que donc nous avons parlé de complexité linéaire ainsi que de complexité quasi linéaire. Moi, visuellement, ça me choque de procéder à un tri pour rechercher un minimum. Je rappelle que la recherche d'un minimum est de complexité linéaire. Hein. Pour rechercher un minimum, vous devez simplement parcourir une liste une fois. Il s'agit d'un algorithme linéaire. Vous verrez l'année prochaine en SPE qu'un tri, en règle générale, est de complexité quasi linéaire, hein, c'est-à-dire un grand taux de n log n. C'est donc moins bon que linéaire. Hein. Dans n'importe quel autre langage que le SQL, je trouverais inacceptable qu'on fasse un tri pour rechercher un minimum. C'est aberrant. C'est aberrant. Vous n'allez pas trier une liste juste parce que vous cherchez l'élément minimal ou l'élément maximal. Vous devez parcourir la liste simplement. Donc ça, moi, ça me gêne. Hein, quand même. Ça me gêne d'écrire ça. Maintenant, je vais un tout petit peu nuancer cela. Je vous ai dit que le langage SQL était bourré de, comment dire, si vous voulez, d'idiomatisme. Hein. Ça, c'est un idiomatisme. Order by limit 1, c'est tellement fréquent hein, pour dire donne-moi le maximum, le minimum, etc. Bon, au moins, c'est pas aussi mauvais que la version précédente, c'est même correct d'un point de vue formel. Donc, c'est acceptable, on ne va pas décourager les bonnes volontés. Hein. Et donc, le langage SQL, en fait, est un langage qui va analyser la requête et parfois la réécrire. Donc, l'idée, que moi j'ai toujours entendu, hein, quand on discute de SQL sur les forums ou ce genre de choses, c'est qu'il est impossible à un utilisateur de SQL d'avoir la moindre idée de la complexité de ce qu'il est en train de taper. Parce que très très souvent, ce qu'il est en train de taper va être, encore une fois, totalement analysé et reconstruit.
et que, en général, le résultat est meilleur que ce que lui-même a demandé. Hein. Du même coup, je crois que si on tape la ligne précédente, la table n'est pas réellement triée. Hein. Les concepteurs du langage ont été suffisamment malins pour deviner que cet idiomatisme fréquent ne nécessitait pas réellement le tri de la table, et donc, en toute rigueur, je crois que la complexité est très bonne pour ce que je viens de taper. Mais encore une fois, hein, par référence à tout ce qu'on a fait tout le reste de l'année, par référence à tout ce que vous allez faire l'année prochaine sur la complexité des tris, ça me gêne beaucoup de voir cela. Et je rappelle que si vous êtes noté par un collègue de mathématiques, bon, vous savez bien que nous avons ici des gens qui parfois sont capables de faire la fine bouche sur les questions purement théoriques. Hein, et vous savez très bien que je suis de leur côté. Donc, je pense que certains peuvent un tout petit peu, comment dire, froncer les sourcils quand ils voient cela. Hein. Et je fronce les sourcils moi-même hein, quand je le vois. Alors, donc, je vous propose de vous mettre ce qui me semble être la seule manière correcte de répondre à la question, qui est bien d'utiliser une sous-requête. Donc, je reviens à l'intitulé de la question. C'était quoi? C'était donc, alors, je récupère la date d'embauche. Voilà. Bon, je vais accélérer. On est quasiment arrivé au bout. Je voulais surtout donc commenter avec vous les deux autres réponses. Mais voici la seule manière, à mes yeux, correcte d'aborder cette question. Select first name. Je veux le prénom. Je veux le nom de famille. Et enfin, je veux la date d'embauche. Dans la table employé. Et après, donc, retenez ce schéma. Pour moi, il est fondamental. C'est en fait, je fais un test, cette fois qui est un test d'égalité sur le minimum. Donc, je vais mettre, je souhaite avoir le prénom, nom de famille et date d'embauche des employés, pour lequel la date d'embauche est égale à quoi? Bah, est égale à la date d'embauche la plus ancienne de la table. Et ça, c'est possible de le faire avec une sous-requête. Donc, je sélectionne en sous-requête la date d'embauche la plus ancienne, et ensuite, je fais un test d'égalité. Et cette fois, j'ai oublié le where. Nous retrouvons bien notre Jen Peacock, mais là, vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus joli. Vous retenez la structure, select information périphérique, first name, last name, information principale, hide date, from employé, et là, vous retenez le schéma, where, je remets le nom de la colonne, qui est la colonne sur laquelle porte tout le problème, hide date, je mets égal, cette fois je mets vraiment égal, et je mets la sous-requête. J'ajoute que, pour moi, c'est en fait, je vais même nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est la seule formule correcte. Je vous donne une précision. J'ai dit tout à l'heure que le tri, c'était correct. Ouais, d'accord, c'est correct. Bon, si vous voulez... Ouais. J'ai fait référence à mes collègues de mathématiques hein, que j'aime bien, vous le savez. J'ai dit qu'ils pourraient froncer les sourcils, mais j'avais oublié un autre argument qui prouve qu'il n'y a qu'un seul employé qui était engagé ce jour-là. Rien ne prouve que Jen Peacock est la seule à avoir été embauchée le 1er avril 2002. Donc, si je trie et que je prends le premier élément, ça n'est pas bon parce que j'aurai un seul des deux. Je ne sais même pas lequel. Si je fais la mauvaise réponse, ce ne sera pas bon. Ce sera abominable parce que non seulement je n'aurai qu'une seule des deux réponses, et en plus, je n'ai pas de garantie sur le nom et sur le prénom. Tandis que, regardez logiquement ce que je viens d'écrire. Ce que je viens d'écrire me donnera tous les employés qui ont été engagés le tout premier jour de la société, enfin, vous adaptez la formulation. En effet, regardez ma requête principale, select first name, last name, hire date from employé, where, voilà la condition, where hire date égale. S'il y a deux employés qui ont été engagés ce jour-là, ils apparaîtront tous les deux. Donc oui, je nuance fortement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi la seule requête, la seule version correcte. Hein. Je dirais que la précédente est acceptable, mais que d'un point de vue purement théorique, on peut toujours imaginer des cas où elle serait incomplète, pas fausse mais incomplète. Et quant à la première, bon, il se trouve que dans la pratique, je vous l'ai dit, elle vous donnera souvent le même résultat que la deuxième,
mais pour moi, elle est incorrecte sur le fond et puis sur la forme. Et de toute façon, encore une fois, elle sera également prise par le piège, elle sera également prise en défaut par le piège que je viens d'évoquer. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On peut peut-être, si vous ne me croyez pas, je vous conseille de vérifier peut-être avec le prix. Vous cherchez quel est le prix maximal d'un morceau de musique. Il est possible que vous voyez, ce soit quelque chose du genre 4,99 $. Il est possible qu'il y en ait plusieurs. Et dans ce cas-là, vous vous demandez quel est le morceau de musique le plus cher de la base. Et là, vous verrez que la seule manière d'avoir toutes les réponses, dans le cas hypothétique, je n'ai pas vérifié, où il y en a effectivement plusieurs, c'est bien avec la requête que je viens de vous montrer. Bon, je vous ai pas mal embêté avec tout ça, je m'arrête maintenant et nous allons ensuite attaquer les gros morceaux parce que là, c'était pas des gros morceaux. Bien, à bientôt donc.